Europe 1. 10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche et pour vous interroger à mes côtés Nicolas Barré les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Dans quelques jours, 3 jours précisément, Xavier Bertrand, vous serez ou pas l'un des finalistes de ce congrès LR. Je précise d'emblée que nous avons reçu tous les candidats LR, soit dimanche dans cette formule du grand rendez-vous, soit le matin sur Europe 1 à 8h13 pour une interview en format long. La campagne interne aux Républicains bat donc son plein dans une actualité forte et mouvante précisément sur la situation sanitaire. Xavier Bertrand, le nouveau variant, est en train de bouleverser la donne. Partout dans le monde et en Europe, des cas sont confirmés en Allemagne, en Italie, en Royaume-Uni. On vient d'apprendre qu'Israël ferme ses frontières. Comment se prémunir? Est-ce qu'il faut de nouvelles restrictions, voire même fermer les frontières en France? Il faut être particulièrement vigilant et ne pas hésiter à prendre les mesures qui s'imposent. Il y a des vols qui ont été suspendus. Je pense que toutes les personnes qui sont passées, qui ont séjourné en Afrique du Sud, même si elles sont passées par un autre pays, doivent être testées à l'arrivée et isolées tant qu'on n'a pas les résultats de ces tests. Des restrictions, c'est-à-dire qu'on pourrait imposer de nouvelles restrictions, des jauges, alors que nous sommes à l'approche... Là, c'est déjà pour ceux qui viennent de l'étranger, sachant pertinemment que vous ne rendrez jamais les frontières totalement étanches. Là, je parle aussi avec l'expérience de ministre de la Santé que j'ai été, mais ça permet de retarder et ça permet de se préparer. Il y a aussi un autre aspect, nous le voyons bien, c'est qu'il y a toujours l'enjeu de la vaccination en France, parce qu'avec un variant comme celui-ci, il faut aussi dire à celles et ceux qui ne veulent pas se vacciner qu'ils sont aussi les plus exposés, bien sûr, les mais plus nous ne vulnérables. savons pas encore si ce variant peut tout simplement... Nous ne le savons pas, l'OMS doit se prononcer, le gouvernement, le chef de l'État doit faire preuve d'une vérité totale, d'une transparence totale en fonction des éléments qu'ils ont, mais je dis à celles et ceux qui ne sont pas vaccinés que par rapport à un nouveau variant, ils sont les plus vulnérables et c'est leur santé qui nous importe, bien évidemment. Il y a aussi autre chose, c'est que vous le voyez, on parle de ce variant qui vient d'Afrique du Sud. Il y a toujours l'enjeu de la vaccination sur le plan planétaire. Mondial. Tant qu'on n'aura pas également fait reculer la Covid partout dans le monde, et il faut ces efforts justement, nous ne serons pas à l'abri des mutations. Comment préserver, sanctuariser, pas seulement les fêtes, évidemment, mais toute notre économie, et je dirais même notre psychologie, notre mental aujourd'hui. Les gens qui nous regardent et nous écoutent ce matin se disent c'est une crise permanente que nous sommes en train de vivre. Il y a la question aussi de l'anticipation du système hospitalier. Nous le voyons bien, les 10 000 places qui ont été promises, annoncées, voilà 1 an par le chef de l'État. Où sont-elles? Est-ce qu'elles sont bien disponibles? Et on a à la fois plusieurs choses. Il y a la recherche. La recherche à la fois sur les effets du Covid long, qui a marqué, qui continue justement à marquer nombre de malades infectés par la Covid. Il y a ensuite l'adaptation de notre système de santé, du système hospitalier, et puis aussi également continuer à travailler sur les vaccins, que ce soit en France ou au niveau européen, de façon à ce que ce ne soit pas seulement l'ARN, mais qu'on puisse également trouver d'autres solutions. On n'en a pas terminé avec ce satané virus. Nous devons en permanence être dans l'adaptation et surtout l'anticipation. Vous pensez que la société française serait prête à accepter de nouvelles restrictions dures? Priorité à la santé. Mais il y a une restriction. Je pense qu'on n'a pas envie de revivre le confinement. Le confinement. C'est pour ça que d'ailleurs, à titre personnel, je sais que les milieux économiques n'y sont pas forcément favorables. Moi, je suis pour que l'on anticipe et que l'on revienne au télétravail au maximum, parce que ça évitera notamment qu'il puisse y avoir des risques de contagion et bien évidemment l'accélération de la 3e dose. Nous la réclamions depuis maintenant des jours et des jours. Le gouvernement va dans cette direction, très bien, mais maintenant, il faut encore une fois anticiper au maximum face à une épidémie qui n'est pas derrière nous. Alors, j'y reviens parce que vous l'avez évoqué, le confinement pour vous est hors, ne fait pas partie des cartes à jouer. Même si l'épidémie est de retour, on ne peut pas revenir au confinement d'une manière ou de l'autre. Pourquoi on a confiné, Mathieu Boccoté? On a confiné parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Aujourd'hui, il y a le vaccin. Et donc, c'est pour ça que la 3e dose vaccinale est importante et de dire aux non-vaccinés, c'est dans votre intérêt, c'est pour vous protéger par rapport à un variant dont nous ne connaissons pas aujourd'hui tous les effets. Même s'il ne s'agit pas non plus de dramatiser, c'est de dire que la meilleure des protections, c'est effectivement ce vaccin. On avait confiné également parce qu'il n'y avait pas les lits de réanimation. C'était pour protéger notre système de santé et essayer de soulager, encore que soulager avec la charge qui a été la leur, de soulager
nos soignants. Et donc, il n'y a pas plus de lits de réanimation. Attendez, le vaccin, on il n'y a peut pas plus être de lits de réanimation. même en étant doublement ou triplement vacciné. Donc, est-ce qu'on ne revient pas à la situation de départ, finalement? Ils sont où les 10 000 lits? Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est M. Macron en octobre l'an dernier qui nous dit il y aura 10 000 lits. Et ces 10 000 lits, pourquoi ce chiffre? Parce que le plan de pandémie qui a été mis en place en France à l'époque, sous Jacques Chirac, je l'avais porté, prévoyait justement d'aller à ces 10 000 lits. Où sont-ils? Si vous avez aujourd'hui un vaccin, si vous avez les lits promis, les lits annoncés, vous n'avez pas besoin d'aller vers le reconfinement. Et des médicaments, précisons-le, parce que ça peut être aussi évidemment... Mais aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est le vaccin. En Outre-mer, Xavier Bertrand, il y a eu les vives violences sur fond de crise sanitaire. C'est un calme précaire en ce moment aux Antilles. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, vient d'annoncer qu'il est en route pour nos départements. Vous aviez dénoncé justement son absence sur place. Il y va et explique que maintenant que le calme, certes précaire, est revenu, c'est le moment d'y être, d'être sur place pour un ministre. Est-ce que vous comprenez la méthode? Vous l'approuvez désormais? Il était temps. Il était temps. On ne gère pas l'Outre-mer depuis Paris. Un ministre des Outre-mer, il est Outre-mer pour régler les dossiers. Et pendant des jours et des jours, on nous a expliqué que ce n'était pas nécessaire. Bien sûr que c'est nécessaire. Président de la République, j'aurais ordonné à mon ministre de l'Outre-mer de se rendre sur place pour régler le problème. Qui peut croire qu'il n'était pas en contact avec les élus? Qui peut croire que le dialogue était rompu? Qui peut croire que les consultations n'étaient pas menées avec tous les élus d'Outre-mer? Un dialogue par visioconférence, ce n'est pas la même chose qu'un dialogue sur place, en recevant des délégations en chair et en os à la préfecture. Ce n'est pas du tout la même chose. J'ai eu à gérer, sur le plan sanitaire, des difficultés. Chikungunya à La Réunion, Mayotte, la dengue, en Guadeloupe et en Martinique. C'est sur place que vous réglez les problèmes. Ce n'est pas depuis Paris. Et donc aujourd'hui, il y va, mais encore une fois, depuis des jours et des jours, il aurait dû se rendre sur place. Le président de la République aurait dû lui demander de se rendre sur place, avec une priorité, avant tout et plus que tout. Rétablir, garantir l'ordre républicain. Mais ce n'est pas parce qu'un ministre va sur place, vous savez bien que ce sont les forces de l'ordre qui maintiennent l'ordre, et justement le ministre n'a pas voulu déranger et surcharger ces forces de l'ordre. Bon. Le plus important, c'est peut-être ce qui a été dit, c'est Mathieu Bock-Côté qui va vous poser la question. Alors, vous évoquez le fait qu'on ne gère pas l'outre-mer à partir de Paris. Cette question-là s'est posée un peu autrement ces derniers jours lorsque le ministre s'est dit ouvert à la possibilité de l'autonomie pour la Guadeloupe. Pourquoi, de ce point de vue, cette idée d'autonomie, donc on ne gère pas l'outre-mer depuis Paris, eh bien, s'il vient de vous répondre, il faut peut-être un peu plus d'autonomie pour la Guadeloupe parce que c'est un statut désirable. Mais Mathieu Bock-Côté, c'est une question qui était posée par les Guadeloupéens? Non. La question, c'était le rétablissement de l'ordre. Et ensuite de répondre à la crise sociale, à l'angoisse sociale qui est là depuis des années et des années. Cette question de l'autonomie est évoquée par beaucoup d'élus guadeloupéens, si? Non, ce n'est pas une question posée par les Guadeloupéens, c'est une forme d'échappatoire de la part du chef de l'État, et c'est la marque de fabrique de ce gouvernement. On est défaillant pour le rétablissement de l'ordre, et pour le reste, c'est vous les Guadeloupéens, débrouillez-vous, on va vous proposer l'autonomie. C'est l'exemple type de la fuite en avant. C'est une forme de démembrement de l'unité nationale. Démembrement? Oui, bien sûr. Il en va de la dilution de l'unité nationale. Si on propose de l'autonomie, précisons de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'indépendance. Alors, le ministre des Outre-mer le dit clairement aujourd'hui. Autonomie ne veut pas dire indépendance. Oui, tout ça, vous le savez bien. C'est de la part du président de la République une conception que tout cela n'est pas très important. Tout ça n'est... Eh bien si, l'Outre-mer c'est important. L'Outre-mer c'est important pour la France. L'Outre-mer, c'est important pour l'unité de la France. L'Outre-mer, c'est important pour la diversité de la France. Et encore une fois, on fait comme si on découvrait ces questions aujourd'hui. Madame Mabrouk, depuis des mois et des mois, en Guadeloupe, vous n'avez pas de l'eau à toutes les heures de la journée. Ils le découvrent maintenant, cela fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de citoyens de seconde zone nulle part, ni dans les quartiers, en métropole, ni dans la ruralité, ni outre-mer. Ce que demandent les Guadeloupéens, c'est d'être traités comme l'ensemble des Français, l'ensemble des Français. On ne peut pas imaginer quand même des statuts particuliers. Il y en a un en Corse, il y en a en La Constitution les prévoit, ces statuts particuliers. Ouais. Mais là, c'est une fuite en avant, c'est un abandon. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu répondre aux vraies questions, qui est la place de l'État, la présence de l'État. J'organisais une réunion avec notamment des Guadeloupéens, des Martiniquais, l'ensemble des Antillais,
il y avait aussi des Guyanais qui étaient là, pas plus tard que cette semaine. Ils me disent, on ne veut pas d'un État providentiel, on veut d'un État partenaire. L'État n'est pas là avec M. Macron quand il le faut sur l'ordre, sur la sécurité, mais par contre, c'est un État qui dit, écoutez, c'est compliqué, débrouillez-vous. On vous laisse tomber. Ça n'est pas ma conception du rôle du chef de l'État. Quelle est votre cohérence? Parce que en métropole, vous ne cessez de demander une décentralisation qui peut être pertinente d'ailleurs et légitime. Et pour l'outre-mer, non. La moindre forme de décentralisation, de laisser finalement maître de sa destinée, ce serait pas bon pour les outre-mer? Ah, vous faites la démonstration que ma République des territoires apporte la solution. C'est l'État qui est là quand il le faut, sur l'ordre. C'est l'État qui est là sur les grandes orientations, la préparation de l'avenir. Mais c'est aussi un État qui est présent dans les territoires avec les élus locaux. Vous savez ce qu'il faut, notamment, dans ce grand plan de rattrapage? C'est qu'il nous faut des investissements massifs. Ce ne sont pas les élus locaux qui pourront le faire tout Il y a ça. un manque d'investissement Alors, sur nos départements. vous m'expliquez pourquoi on n'a pas l'eau courante à toutes les heures de la journée? Peut-être Vous que l'accepteriez, vous? Personne ne l'accepte, mais Voilà. on se demande Mais ce matin, est-ce qu'il y a une baguette magique pour résoudre une crise sanitaire, sociale, identitaire qui dure depuis des années, y compris quand vous étiez aux responsabilités? Non, attendez. Sur la question des responsabilités, la dernière fois que nous avons quitté les responsabilités, c'était voilà 10 années. Et je le dis notamment pour établir certaines erreurs, certaines approximations, certains mensonges de la part de l'exécutif. En 2011, c'est moi-même qui lance le plan de restructuration de l'hôpital de CHU en Guadeloupe. 591 millions d'euros. Attendez, moi j'ai pris mes responsabilités. Et pourquoi je prends mes responsabilités? Parce que je sais pertinemment que vous ne gérez pas l'outre-mer à distance. Si vous voulez respecter l'ensemble des ultramarins, vous le faites en ayant ce dialogue sur place. Mais Madame Mabrouk, encore une fois, l'État assume ses responsabilités et a un véritable dialogue. Cette idée qui m'a été donnée justement par une élue guadeloupéenne, c'est cette idée-là. C'est pas l'État providentiel qu'on attend. C'est pas l'État absent ou défaillant. C'est un État partenaire. C'est le sens de ma République des territoires. Là, vous avez raison. C'est exactement ma conception et je pense qu'elle permettra d'apporter des solutions durables. Vous venez de parler de dialogue, Xavier Bertrand, on va continuer à en parler. Le dialogue qui est rompu ou quasiment rompu entre Paris et Londres, c'est une véritable crise sur fond de drame humanitaire et de véritable crise permanente des migrants. On marque une courte pause et on se retrouve à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Business à faire. Bricoman, l'enseigne du bâtiment, lance son opération Moi à la française. Jean-Baptiste Lachaud, vous êtes directeur marketing produit chez Bricoman. Expliquez-nous ce choix de privilégier la fabrication française. Eh bien, en tant que distributeur et partenaire des artisans, nous sommes convaincus d'avoir un rôle à jouer pour promouvoir la fabrication française. Nos clients y sont d'ailleurs de plus en plus sensibles. C'est une fierté pour nous de mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui fabriquent en France. Et cet engagement, c'est toute l'année chez Bricoman. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Lachaud. Préventique à Paris, le rendez-vous national de l'innovation en santé, sécurité et qualité de vie au travail du 30 novembre au 2 décembre. Des prestataires, des ateliers et grands débats, des centaines d'innovations pour l'amélioration de vos environnements de travail et la performance de vos entreprises. Parce que la qualité de vie au travail n'attend pas, demandez vite votre badge gratuit sur preventica.com. Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner au moins 10% par an avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Du lundi au vendredi à 13h, retrouvez La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Gémeaux présente les tutos prêts à vivre. Tuto numéro 7. Prêt à couvrir de cadeaux ceux que vous aimez? Comment faire? Tout d'abord, allez chez Gémeaux. Ça tombe bien, c'est le Black Friday du 24 au 28 novembre. Profitez de moins 20% sur tout le magasin et sur gémeaux.fr. Faites plaisir à toute la famille, les petits comme les grands. Et sincèrement, avec moins 20%, vous pouvez même vous faire un petit cadeau. Après tout, on a bien le droit de se faire plaisir aussi. Gémeaux, le prêt à vivre. Conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Hors bijoux, marque de sport et produits d'entretien. Le Black Friday continue sur sobrico.com avec des promos qui rendent marteau. Les meilleures marques de l'outillage à main et l'outillage électroportatif. Outillage de jardin, chauffage et salle de bain jusqu'à moins 70%. Livraison offerte à partir de 100 € d'achat. Sobrico.com. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, ben vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. En dessous de zéro problème même. Dans l'hiver, moi, ça me fait pas peur. Le tout, c'est de bien se préparer. Et après,
Ça roule. C'est bon de se sentir serein à l'approche de l'hiver. En ce moment chez Renault Care Service, le bilan sécurité hiver vous est offert avec 1 an d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Pour le Black Friday cette année, faites-vous un cadeau. Prenez de l'avance et commencez à préparer Noël. Chez Cdiscount, vous pouvez profiter de nombreuses offres sur le high-tech, la maison ou les jouets par exemple. En plus, la livraison est offerte des 10 € d'achat. Et oui, on a tous plein de bonnes raisons de faire appel à Cdiscount. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Black Friday, vendredi noir du 25 novembre 17h au 29 novembre. Voir conditions de la livraison gratuite sur site. Europe. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk. Et notre invité pour ce grand rendez-vous, c'est le président de la région Hauts-de-France et candidat à l'investiture LR, Xavier Bertrand. Nous venons de parler des Outre-mer. Encore une question, parce que certains peuvent entendre pourquoi est-ce que le ministre n'est pas allé plus tôt, mais on pourrait vous rétorquer pourquoi est-ce qu'un candidat LR comme vous n'est pas allé ou ne va pas sur place dans nos départements également? Parce que je ne me suis pas rendu dans tous les départements de France, ni même en métropole. La moitié des départements, je ne les aurais pas visités, et encore moins Outre-mer. J'ai bien l'intention d'y aller dans les semaines qui viennent. Je l'ai indiqué à mes amis, des républicains ultramarins, mais ça ne m'empêche pas justement de travailler avec eux, de chercher des solutions avec eux. Et il ne vous a pas échappé que c'est la responsabilité de l'exécutif, du chef de l'État, des ministres, de traiter ces questions en priorité. Mais notre voix compte, puisque visiblement, des décisions enfin se prennent, ce qui n'était pas possible hier, ou encore ce matin, dans le journal du dimanche, devient possible. Mais il y a aussi autre chose qui est quand même très, très important. Les témoignages sur place. Vous dites un calme précaire. Ce week-end encore, certains de mes amis qui sont là-bas m'ont indiqué. Ce sont des barrages, des saccages de commerce, des pillages. En partie levée aujourd'hui, oui. Franchement, il faut se rendre compte, on est en France, hein, oui. Et on a des Français pour lesquels la sécurité n'est pas garantie. Donc vous avez été d'accord avec le message de fermeté qui a été envoyé sur place? Oui, mais il faut aussi, encore une fois, que ce soit une autorité politique sur place. Un préfet, aussi compétent soit-il, c'est une autorité administrative. Il faut une autorité politique pour le faire. Et puis surtout, il y a un autre aspect. C'est quelle est la conception de la République? C'est avec l'outre-mer. La France sans l'outre-mer, c'est pas la République, c'est pas la France. Deuxièmement, il y en a marre que l'on cède tout à des minorités agissantes. Ceux qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, qui ont tiré sur des policiers, qui ont tiré sur des journalistes, ça ne peut pas être accepté. Que vous ayez un dialogue avec les élus, avec les forces économiques et sociales, c'est une chose. Mais le préalable à tout, on ne négocie pas tant que l'ordre n'est pas garanti. C'est pour ça que le raid a été envoyé là-bas et que des renforts ont été envoyés là-bas par l'exécutif. Il le fallait, mais il faut bien aussi voir autre chose. Nicolas Barré, c'est que cette situation-là, elle ne couvre pas depuis quelques heures, pas depuis quelques jours. On voit bien la tension monter depuis des semaines et des semaines. Et encore une fois, Est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'a pas Il y a toujours un manque d'anticipation. C'est toujours avec un temps de retard. On prend tout avec un temps de retard et ensuite on lâche tout. C'est ça, la marque de fabrique de M. Macron. Est-ce que vous parleriez d'une situation insurrectionnelle? Le terme a été utilisé. Elle l'a été à un moment donné. Quand vous avez la sécurité qui est plus garantie, les barrages sur les routes, quand vous avez des commerces qui sont pillés, ça n'a rien à voir avec la situation sanitaire. Rien. Et quels sont les moteurs, d'après vous, fondamentalement, au-delà de la crise sanitaire? Vous parlez d'une crise profonde, d'une crise ancrée. Quels sont les moteurs profonds de cette espèce d'insurrection qui va au-delà des derniers jours? Ce sont les difficultés liées à la misère, sous-emploi, sous-activité économique. Ce sont ces perspectives-là qu'il faut redonner. Et encore une fois, ça passera par de l'emploi. Quand je propose une politique d'investissement massive, ce sont des investissements qui vont se faire avec des entreprises sur place et avec des emplois sur place. N'oublions pas la crise sanitaire quand même. Il y a quand même une défiance et une méfiance. Et à un moment, est-ce qu'on va dans l'apaisement ou à un moment, est-ce qu'on dit, écoutez, puisque c'est évidemment l'égalité avec tous les Français, alors il faut passer par la vaccination, même si l'obligation vaccinale a été retardée pour les soignants. Mais la vaccination n'est pas une punition. La vaccination est une protection. Comment le faire comprendre? Parce que c'est aussi tout un travail de conviction et puis peut-être également d'expliquer que sur ces territoires, s'il y a des résistances, alors il faut mettre le paquet sur des vaccins qui ne sont pas des vaccins ARN messager, c'est-à-dire de laisser la possibilité de choix entre des vaccins qui sont ARN et des vaccins qui ne sont pas ARN. Donc c'est une rupture d'égalité, donc on ne traite pas ces départements comme les autres si on leur permet... Mais pas du tout. En France, pour beaucoup de nos concitoyens, certains ont pris des vaccins ARN. Non, mais dans toute la France, dans toute la France. Ah, vous ne trouverez pas sur ces différences et autres, il n'y a pas chez moi
de citoyens de seconde zone, où que l'on habite, je vous l'ai dit, que ce soit en métropole ou que ce soit sur l'ensemble des territoires ultramarins. C'est qu'il y avait cette liberté de choix. Et là, il fallait peut-être davantage la mettre en avant pour tenir compte de ces réticences. Mais encore une fois, la vaccination, c'est la protection. Et vous me l'indiquiez tout à l'heure sur la question de la Covid, ne relâchons pas non plus tout ce qui est effort, gestes barrières ou autre. Bien. Non, vous avez raison de le rappeler. Et ça, c'est très, très important. On a pu avoir le sentiment que tout ça était derrière nous, qu'on voyait la sortie du tunnel. C'est l'OMS qui nous dira à un moment donné, c'est bon, c'est terminé, on n'y est pas encore. Et ça, c'est valable, métropole, outre-mer. Xavier Bertrand, dans l'actualité, la crise entre Paris et Londres. Cet après-midi se tiendra une réunion sans les Anglais après la lettre rendue publique de Boris Johnson à Emmanuel Macron demandant au président de reprendre les migrants. Est-ce que vous estimez que la France a eu raison ? Le président a dit allons, allons. Est-ce que le Premier ministre Johnson a une attitude inacceptable ? Oui, elle est inacceptable, mais attendez. La première des choses, cela faisait des mois et des mois qu'avec les élus, nous interpellions les deux gouvernements, français et britanniques, en disant « Nous ne voulons pas que la Manche devienne un cimetière marin à ciel ouvert. » Des mois et des mois. Parce que l'on voyait bien que certains s'organisaient, qu'il y avait de plus en plus de passages. Et on est à quelques jours d'un drame que l'on n'avait jamais connu dans la Manche. Et je n'ai pas envie de revivre cela. Personne n'a envie. Mais comment on fait ? Mais il faut prendre des décisions. Il y aura toujours des départs, des canaux à l'eau. Il y aura malheureusement des tragédies si cela continue. Pas forcément. Vous avez une baguette magique ? Je n'ai pas de baguette magique. J'essaye d'avoir des solutions concrètes, simples et efficaces. Pourquoi aujourd'hui nous avons autant de migrants qui sont sur le littoral ? Et d'ailleurs pas seulement à Calais, sur l'ensemble du littoral. Ça va de la limite du département du Nord jusqu'à la côte picarde. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas rester en France, ces migrants. Ils sont exploités par les criminels que sont les passeurs et ils veulent passer en Grande-Bretagne. Ils ne veulent pas rester en France. Pourquoi ? Parce qu'en Grande-Bretagne, ils sont employés dans les entreprises, dans les commerces en Grande-Bretagne, avec justement des salaires de misère. Donc il y a un problème avec les Anglais, il y a un problème avec... Il y a une hypocrisie britannique. Oui, mais comment changer ça ? Et comment on fait ? Comment casser M. Johnson si c'est dont il s'agit, pardonnez-moi ? On leur rend leurs frontières. La frontière britannique ne sera plus en France, elle sera au Royaume-Uni. Et vous le savez, ça fait longtemps que je propose cette solution. Et aujourd'hui, je ne propose pas de renégocier les accords du Touquet. Parce que jamais M. Johnson et son gouvernement ne viendront s'asseoir à la table des discussions en cherchant des solutions. C'est-à-dire que je veux dénoncer les accords du Touquet. Et si M. Macron n'a pas le courage de le faire dans les moins de 5 mois qui lui restent, je le ferai dès ma prise de fonction. Expliquez à nos auditeurs. Je vais vous expliquer. Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'en mettant à bas quand même de tels accords qui ont été signés, rappelons-le, alors que Jacques Chirac était président et Jean-Pierre Raffarin, dont vous avez été ministre, était Premier ministre, en quoi... Voilà près de 20 ans. Tout à fait. En quoi mettre à bas ces accords va nous permettre de régler une telle situation alors que, j'allais dire, personne n'empêchera ces gens d'aller malheureusement tenter de leur chance en traversant la Manche. Personne. Alors vous savez ce qui va se passer ? Si on rend leurs frontières aux Anglais, les migrants, ils vont traverser, ils vont prendre le ferry. Ça va leur coûter 15 € pour traverser. Alors que là, ils se font racketter par des criminels qui leur demandent des centaines ou des milliers de dollars. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les filières sont organisées, tout le monde le sait. Et personne ne fait jamais rien. Et il y a de l'émotion au lendemain. Et il y a de l'émotion au lendemain d'un drame comme celui-ci, avec des enfants, bon sang. Qui a des enfants ne peut pas rester insensible par rapport à cela. Il faut que ça cesse. Je ne veux plus avoir ces morts, ni en Méditerranée, ni dans la Manche. Alors il faut que tout le monde se réveille, et pas de provoquer des réunions, de prendre des décisions. Monsieur Johnson, il se la récupère, sa frontière. Et c'est de son côté, à Douvres, qu'il va organiser l'accueil. Oui, mais donc, Xavier Bertrand, concrètement, ça veut dire que côté français, on laisse passer tous les migrants, on ne les contrôle plus jamais, on les laisse traverser la Manche, les douaniers, les policiers français ne regardent même pas qui ils sont, on les laisse passer. Eh bien, si on ne trouve pas de nouvel accord avec les Britanniques, oui, monsieur, oui. Là, vous engagez un bras de fer inédit. Là, c'est une crise aiguë qui s'installe. Mais on veut quoi ? On veut encore avoir dans quelques jours, dans quelques semaines, encore un drame et avec une émotion médiatique, politique. Le véritable rôle du politique, c'est de trouver des solutions, d'anticiper pour éviter ces drames. Et je préfère, à tout prendre, qu'ils prennent le ferry, qu'ils prennent le tunnel. Ah, vous savez, ils paieront même leur place. Ça leur coûtera beaucoup moins cher que le racket d'aujourd'hui. Mais je n'aurai plus ces morts. Et là, vous allez voir que M. Johnson, il va faire enfin ce qu'on attend de lui depuis des années. Enfin, ce que les Britanniques nous promettent. Il va changer ses règles sur l'immigration illégale. Parce qu'aujourd'hui,
Les Britanniques demandent à la France de réguler leur immigration illégale. Non mais, attendez, on nous demande de régler la frontière chez nous. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que normalement, il y a 2 ans, pour que s'applique la dénonciation des accords. Eh bien, s'il le faut, j'attendrai pas 2 ans pour dire à la Border Force britannique, vous rentrez chez vous et vous ferez votre travail chez vous. Il faut qu'ils comprennent. Ce sera parmi l'une de vos premières mesures, si vous êtes président de la République. Je veux que cesse ce drame. Je veux aussi que l'on pense à toutes les populations des Hauts-de-France qui n'en peuvent plus depuis des années et des années. Je ne me résignerai pas à dire, on a un problème, il faut faire avec. Même si j'ai conscience que la réalité de la solution se trouve en Grande-Bretagne pour grande partie. Mais il y a un double... Elle se situe aussi très loin de Calais, très très loin, dans les pays d'émigration. Et il est temps également que l'on noue un nouveau pacte de développement et de sécurité avec l'Afrique. On va marquer une pause, on va en parler. C'est très important parce que c'est aussi une partie de la solution. Avec l'Afrique et aussi les pays du Maghreb, avec lesquels nous avons un bras de fer aussi. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Ah bon, il n'y en a pas de bras de fer. Ah non, il y a des grands discours creux, mais il n'y a pas de bras de fer. Quand on divise la délivrance des visas, il n'y a pas de bras de fer. S'ils ne reprennent pas les ressortissants, c'est zéro entrée pour tout le monde, que ce soit le dirigeant du pays, que ce soit pour les ministres, que ce soit effectivement pour les touristes. On marque une courte pause, on va revenir sur ce sujet très très important, Xavier Bertrand, élargir avec Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré également sur la campagne des LR, dernière ligne droite, et l'opposition, comment elle s'organise face à Emmanuel Macron. À tout de suite. Le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Maître Mo était l'avocat star des réseaux sociaux. On de la raconte vous propose en 7 podcasts et 3 émissions spéciales les histoires de Maître Mo. Je le jure. Et je deviens avocat. Des histoires qui racontent le quotidien des tribunaux et les grandeurs et misères du métier d'avocat. On de la raconte. Les histoires de Maître Mo, c'est demain à partir de 14h sur Europe 1 et quand vous voulez en podcast. Banque coopérative, la Caisse d'épargne Île-de-France accompagne au quotidien ses clients et finance les projets du territoire pour une économie durable. La Caisse d'épargne Île-de-France, ce sont des femmes et des hommes engagés qui agissent chaque jour pour être utiles à tous. Caisse d'épargne Île-de-France, le pari du développement. Alors, je prends jusqu'à 25% de remise sur les meubles de cuisine, j'ajoute jusqu'à 500 € offerts en carte cadeau sur le petit électroménager, je mélange bien le tout et j'obtiens la meilleure recette cuisine du Black Friday. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner. Offre valable jusqu'au 29 novembre pour l'achat d'une cuisine. Conditions et prise de rendez-vous en magasin et sur cuisine.darty.com. Black Friday, vendredi fou. Participez au plus incroyable des orchestres culinaires. Les 4 et 5 décembre, venez cuisiner en rythme sous la baguette de grands chefs. Au menu, des ateliers de cuisine géants, des recettes originales et éco-responsables et le plaisir de se retrouver ensemble à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Les petits chefs dès 3 ans pourront aussi mettre la main à la pâte. Europe 1. L'émission Le Jour du Seigneur, beaucoup la regardent et certains d'entre vous la soutiennent. Par des dons ponctuels, par du leg et même par le biais de leur assurance vie. On le sait moins, mais l'assurance vie est un moyen simple et discret de nous aider sur le long terme. Il suffit d'inscrire le Jour du Seigneur dans la clause bénéficiaire de votre contrat. Vous pouvez changer d'avis à tout moment. Simplement, choisir le Jour du Seigneur est l'une des plus grandes marques de confiance que vous puissiez nous accorder. Pour en savoir plus, écrivez à Marie-Laure au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, Paris 13e. J'en ai assez de tes mensonges, Hugo. Je ne t'ai jamais menti, Julie. Et cette histoire de croisière à seulement 199 €, c'est quoi? Mais ce sont les journées Black Friday de Costa. Entre nous, tout est fini, Hugo. Tu dois le croire, Julie. Réservez votre croisière Costa à partir de 199 € TTC seulement jusqu'au 3 décembre. Conditions sur costacroisière.fr ou en agence de voyage. Avec Europe 1 Studio, Olivier Delacroix vous livre une collection de récits bouleversants et rares. Retrouvez le podcast Dans les yeux d'Olivier sur l'application Europe 1, europe1.fr et vos plateformes d'écoute. Peugeot. Si pour vous, le moment est venu de changer de voiture, le Black Friday Peugeot est incontestablement le bon moment pour le faire. Du 15 au 30 novembre, plus de 8000 véhicules vous attendent à prix exceptionnel. Vous, en revanche, vous ne risquez pas d'attendre, puisque tous ces modèles sont disponibles immédiatement. Thermique, électrique ou hybride, votre nouvelle Peugeot est prête à partir. Dans la limite des stocks disponibles. Rendez-vous dans votre point de vente et sur Peugeot Web Store. Europe 1. Europe 10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et merci de votre fidélité à cette émission dominicale, Le Grand Rendez-vous. Xavier Bertrand, c'est une question qui vous est posée à présent par Mathieu Bock-Côté. Alors, politique maintenant, politique directement. Dans une semaine, vous serez le candidat des Républicains à la présidentielle. Vous cherchez à rassembler une famille politique complexe, disons-le ainsi, qui va d'Éric Ciotti, vous rappelez d'ailleurs que c'est votre ami régulièrement, à M. Muselier qui a quitté, justement, après vous avoir soutenu, vous avez refusé son appui à cause de ses propos sur M. Ciotti. Comment tenir ensemble cette famille politique complexe où plusieurs lignes contradictoires s'affrontent? Tout simplement avec la ligne qui est la mienne, celle de la droite républicaine. La droite républicaine, elle met le respect de l'autorité, le retour de l'ordre comme priorité, comme préalable, parce qu'il y a urgence. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est de redonner de l'espoir aux Français par le travail, la justice par le travail, la justice par la solidarité, pas l'assistanat, M. Bock-Côté, par le travail et par la solidarité. Et ensuite, une autre façon de faire respirer notre beau pays, la République des territoires, pour que tout ne soit pas bloqué et décidé par Paris, par ce système, cette technostructure, justement, qui est parisienne. Voilà, autorité, travail et territoire. C'est ça la ligne que je veux. Et je le dis aussi aux adhérents qui nous écoutent et qui ont le sort de notre famille politique entre les mains. La victoire est à portée de la main. Et il faut bien comprendre que l'élection de cette semaine, l'élection qui commencera mercredi, ce n'est pas une élection de témoignage, c'est une élection pour l'emporter. C'est pour créer une alternative, la seule qui peut l'emporter face au laxisme de M. Macron et face aux extrémismes. C'est la droite républicaine qui est justement ce vote utile pour la France. C'est la droite républicaine et elle seule. Je vous le dis, il y a d'un côté ceux qui n'ont rien fait, qui ne prennent pas la mesure de la situation du pays, c'est M. Macron. Et il y a les extrêmes qui ne font qu'une seule chose, profiter des problèmes sans jamais chercher à les régler. Les extrêmes, c'est-à-dire Madame Le Pen, bien évidemment. Bien évidemment. Elle, son sujet, elle ne cherchera jamais à régler les problèmes. Dans ma région, tiens, nous avons parlé de Calais. Quand il y a eu la jungle de Calais pour obtenir le démantèlement, je me suis battu avec Natacha Bouchard, la maire de Calais, pour l'obtenir. Vous savez ce que disait Madame Le Pen à l'époque? C'est pas dans les compétences de la région, moi je ferai rien. Eh ben moi, ce n'était pas dans les compétences de la région, mais je me suis battu et on l'a obtenu. C'est toute la différence avec une droite républicaine qui a des valeurs et des principes, et une droite républicaine qui cherche des solutions pour que le pays et que les Français vous avez observé. C'est Éric Zemmour aussi, la droite extrême, pardonnez-moi. Ah, c'est pas ma droite, oui. Et c'est pas la droite républicaine, M. Zemmour. Mais c'est un peu la droite de M. Ciotti, vous en conviendrez. Non, Éric Ciotti, si je gagne le Congrès, si les adhérents me font confiance, il sera également sur la ligne qui est la nôtre, celle de la droite républicaine. Vous savez, quand on a des convictions, des valeurs, eh bien on est dans ce congrès parce que c'est le rassemblement, le congrès, et c'est l'unité. Et si j'ai fait ce choix, c'est parce que, avant de rassembler les Français, je dois rassembler ma famille politique. C'était peut-être pas le choix de facilité pour moi, c'est vrai. Mais l'unité, je la place au-dessus de tout. Bertrand, Renaud Muselier, qui vous a apporté son soutien, comme l'a rappelé Mathieu Bock-Côté, a fini par quitter les LR. Mais est-ce à dire que tous les Macron compatibles chez les Républicains n'y ont plus leur place? Quand on a des convictions, on est chez LR. Puis quand on n'a plus de convictions, on est chez Macron. Mais alors, qui sont les Macron compatibles encore chez les Républicains? Est-ce qu'il y en a? Écoutez, à eux de le dire, de prendre leurs responsabilités, comme l'a fait Renaud Muselier. Il en a tiré lui-même les conséquences. Moi, je ne suis pas un directeur de conscience, mais chacun appelez ceux qui sont sur une ligne en même temps à quitter le parti et à faire preuve, j'allais dire, de clarté. Vous avez des convictions claires, vous êtes chez LR. Et les adhérents qui vont se prononcer, clairement, savent qui ils sont, où ils habitent. Et c'est la même famille politique, voilà. En quoi êtes-vous? Vous avez dit que la droite est le vote utile, mais en quoi vous? Parce que je vous ai souvent entendu, y compris le matin lors de notre interview, dire que vous êtes vous-même, Xavier Bertrand, le vote utile. Mais pourquoi Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier et les autres ne seraient pas le vote utile pour la droite aussi? Écoutez, nous avons tous la même ambition, c'est de remporter ce congrès. La question c'est, est-ce que l'on veut un témoignage à ce congrès ou est-ce qu'on veut créer les conditions de la victoire? Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction, par mon parcours personnel, familial, professionnel et d'élu, aujourd'hui que c'est mon projet justement autour de l'autorité, de la justice, par le travail du territoire, qui est en résonance avec ce que veulent les Français. C'est ma conviction profonde. Et je vais vous dire une chose. Oui, mais les Français, mais là, c'est les Républicains. Non. Certains disent qu'Éric Ciotti a été une révélation de cette campagne et qu'il est plus en résonance avec le noyau des Républicains. Et vous pensez que les adhérents ne veulent pas non plus à la fois l'autorité, le travail
et les territoires. Je le vois dans toutes les réunions. Il y a du monde. Les gens viennent m'en parler. Ils me disent, vous nous avez convaincus. Au départ, on vous en voulait un peu parce qu'à un moment donné, vous étiez éloignés, mais on a le sentiment qu'on peut l'emporter, que c'est le projet qui est conforme aux valeurs de la droite et que c'est le projet qui redressera le pays et qui réconciliera les Français. Et je vais aller plus loin. Vous savez, c'est une question de rencontre, l'élection présidentielle. Voilà 5 ans, je n'étais pas prêt comme je le suis aujourd'hui. Et dans 5 ans, ça ne sera plus le moment non plus. C'est maintenant que je pense être en phase avec ce que veulent les Français. Et mon projet, j'en suis convaincu, est en résonance. Et après, je le sais bien, ce ne sont pas les sondages qui choisiront le candidat des Républicains, ce sont les adhérents qui ont le sort de notre famille politique et aussi la façon dont la France sera conduite dans les 5 années prochaines. Ce sont les adhérents qui décideront et eux seuls. Vous avez évoqué le travail à plusieurs reprises. Éric Woerth vous attaque en disant que les propositions de baisse de cotisations sociales pour augmenter le salaire net qu'on retrouve chez les candidats de la primaire, ça revient à une étatisation directe ou indirecte des salaires. C'est une impasse, n'en déplaise aux démagogues. Vous vous sentez visé par ça? Ah mais il vise qui, Éric? Parce que j'ai bien lu sa tribune. Vous l'avez lu de bout en bout. Vous avez bien lu la conclusion. Il fait le même constat que moi. Il y a les laxistes, M. Macron, celui qui fait campagne avec le chéquier de la France. Depuis la rentrée, 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros dépensés. Et une crise sanitaire, au passage, non. inédite. Pardonnez-moi, je ne vous parle pas de la crise Covid où il fallait prendre des mesures. Les régions d'ailleurs ont aussi pris des mesures en partenariat avec l'État. Là, je vous parle de la seule rentrée, c'est sa réélection quoi qu'il en coûte. C'est une attitude scandaleuse. Deuxièmement, il pointe du doigt aussi les extrémistes qui n'ont pas de solution. D'ailleurs, Madame Mabrouk, pour savoir exactement où on en est, je demande officiellement, solennellement, qu'il y ait un audit des comptes de la nation qui soit fait avant l'élection présidentielle, pour faire la part des choses entre ce qui a été fait au moment de la crise Covid et ce qui est fait depuis, qu'il y ait une totale transparence. Pourquoi le demandez-vous? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme preuve ou comme éclaircissement? Que l'on sache exactement où l'on en est, nous, les uns et les autres. Moi-même, je sollicite la confiance des Français. J'aurai donc à assumer ces fonctions dès le 24 avril si les Français me font confiance. Quel est l'état du pays? Et les engagements que nous prenons aujourd'hui, parce que nous allons avoir, nous, à assurer les chèques sans provision de M. Macron. Et donc je demande officiellement qu'il y ait un audit des comptes de la nation. Et si les Français me font confiance, dans 5 ans, avant la fin de mon mandat, même si vous savez que pour moi ce sera un mandat unique, il y aura aussi le même effort de transparence. Et qu'est-ce qui nous dit que vous allez vraiment vous attaquer, par exemple, à la dette publique, dont on parle peu? Dont on parle quasiment plus d'ailleurs, comme si c'était un non-sujet. Oui, alors qu'on est dans un contexte de crise sanitaire quand même qui perdure. Comment est-ce que vous allez vraiment vous attaquer à ça? C'est au cœur de mon projet, et vous le savez. Dès 2025, je veux engager le désendettement de la France. Je suis le seul à prendre cet engagement à partir de 2025. Ça fait des années qu'on entend cette promesse. Oui, des années. Mais tout le monde l'a dit, M. Bertrand. Donnez-nous une preuve, une garantie comme quoi vous réaliserez cette promesse qu'on nous fait à chaque présidentielle. Vous connaissez la règle d'or? Oui. La règle d'or qui a été votée par règle d'or budgétaire par l'Assemblée nationale et le Sénat et qui devait être soumise à un vote notamment du Congrès pour changer la Constitution. Dès ma prise de fonction, je relancerai le processus de la règle d'or pour que ce soit une règle constitutionnelle qui fixe une trajectoire pour ce désendettement. Qu'à aucun moment un gouvernement, sauf s'il y a une guerre, sauf s'il y a une crise extraordinaire, ne puisse déroger à cette logique de désendettement de notre pays. Alors pourquoi attendre 2025 ? Non, je vous dis clairement que la règle d'or, vous la connaissez par cœur, journal économique comme les Échos, c'est pertinemment que c'est ce qu'il faut. Eh bien, c'est dès le début que je lui donne une portée constitutionnelle et chaque loi de finances devra s'inscrire dans cette trajectoire de règle d'or. Je sais une chose, c'est que dans la vie, dans un ménage, dans une entreprise, dans une commune et à la tête de l'État, il faut être sérieux. On n'a plus le droit de dépenser comme si l'argent était magique. Une dette, ça se rembourse. Je commencerai le désendettement dès 2025. Je veux cet audit des comptes de la nation pour qu'il y ait une totale transparence. Je souhaite également remettre en place, d'un point de vue constitutionnel, cette règle d'or, de façon à ce qu'on comprenne que ce n'est pas à nos enfants d'être courageux à notre place. Enfin. Et pour que cette règle s'impose à l'ensemble des politiques. Non, ce n'est pas un totem parce qu'il faudra la respecter. Mais la question, je veux aussi vous dire, vous voyez aujourd'hui les risques d'inflation que nous avons. Si les taux d'intérêt remontent à un moment donné, c'est une question d'indépendance, bon sens. Je n'ai pas envie que ce soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui devienne le patron de la France. Il n'y a que si on se désendette, que l'on garde notre souveraineté, notre indépendance, qu'effectivement, nous aurons encore
une fois, la maîtrise de notre destin. C'est pour ça que je veux cet audit des comptes de la nation, c'est pour ça que je vais mettre en place cette règle d'or budgétaire et que nous allons enfin avoir une trajectoire qui soit conforme à l'impératif de souveraineté et de respect des générations futures. Alors, il y a une semaine, Gérald Darmanin reprochait aux Républicains de parler abusivement de sécurité, de parler abusivement d'immigration et de faire un portrait finalement trop décliniste, trop sombre de la situation présente en France, trop sombre aussi de la question de l'insécurité. Est-ce que finalement les Républicains, depuis quelques semaines, quelques mois, ont porté un diagnostic trop sévère sur l'état de la nation? Qu'est-ce que vous faites demain soir? Vraiment? Oui. Une véritable question? Venez avec moi. Je vais vous emmener en réunion publique, comme je le fais tous les soirs. Demain soir, c'est à Rieux-la-Pape. Et vous verrez qu'à chaque fois, je parle du préalable, l'urgence, rétablir l'autorité, rétablir l'ordre. N'est-ce pas obsessionnel, M. Bertrand? Et que derrière, aussitôt, et je passe beaucoup de temps là-dessus, les questions sont là-dessus, de l'espoir par le travail, de l'espoir par la justice, de l'espoir d'avoir moins de contraintes avec la République des territoires. Il y a un préalable, mais je parle du reste, parce qu'une élection présidentielle, c'est aussi le moment de savoir si, dans 5 ans, on pourra vivre un peu mieux que ça n'est le cas aujourd'hui. Et c'est ça la question. Je ne me trompe pas, il y a un préalable, l'urgence, et il y a aussi préparer demain. Et c'est ce que je veux faire. Eh bien, on va continuer à en parler. Ce sera la dernière partie de ce grand rendez-vous. Et ma proposition est valable pour demain soir. Bien noté. Une courte pause et on se retrouve. Restez avec nous pour cette dernière partie. Le grand rendez-vous européen. Avec les Échos et CNews. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. En dessous de zéro problème même. Dans l'hiver, moi, ça me fait pas peur. Le tout, c'est de bien se préparer. Et après, ça roule. C'est bon de se sentir serein à l'approche de l'hiver. En ce moment, chez Renault Care Service, le bilan sécurité hiver vous est offert avec 1 an d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Du lundi au vendredi à 13h, retrouvez La France bouge avec la Caisse d'épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Vous trouvez que vos placements ne vous rapportent pas assez? Savez-vous qu'en suivant les conseils boursiers d'Investir, vous pouvez gagner au moins 10% par an? Avec la rédaction d'Investir, profitez des meilleurs conseils financiers et suivez l'actualité des marchés pour saisir toutes les opportunités. N'hésitez plus, abonnez-vous car maintenant, vous savez. Investir, l'abonnement très rentable. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Carrefour. Jusqu'à ce soir, chez Carrefour, c'est la collecte nationale des banques alimentaires pour aider les personnes en situation de précarité. Alors, venez faire vos dons alimentaires chez Carrefour et Carrefour Market, ou même ailleurs si vous voulez. Leclerc, Inter, enfin, chez les autres. Bah oui, parce que dans ces moments-là, on peut bien être tous solidaires. Allez, vive la solidarité et vive l'esprit de Noël. Carrefour. Moi perso, j'irais plutôt chez Carrefour, mais bon. Marie a économisé jusqu'à 50% avec la Black Friday Week Amazon. Et maintenant, elle peut devenir super chef Marie. Et grâce à sa nouvelle ménagère de 90 couverts, c'est plus on est de fou, plus on rit chez Marie. Avec la famille, les amis et même oncle Fred qui adore l'andouillette. Oh, délicieux. Eh oui, tout le monde est le bienvenu chez Marie. Lancez les festivités avec la Black Friday Week Amazon du 19 au 29 novembre. BMW. Imaginez une BMW 100% électrique. Imaginez une BMW produite à partir d'énergie 100% renouvelable. Imaginez une BMW recyclable à 95%. N'imaginez plus et venez essayer la citadine électrique BMW i3 à partir de 195 € par mois. Exemple pour une BMW i3 atelier avec majoration du premier loyer de 4 190 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € et de l'aide à la reprise. Extension de garantie incluse, LLD 36 mois 30 000 km. Offre valable jusqu'au 31 décembre si accord par BMW Finance. Détails sur bmw.fr. Alors, je prends jusqu'à 25% de remise sur les meubles de cuisine, j'ajoute jusqu'à 500 € offerts en carte cadeau sur le petit électroménager, je mélange bien le tout et j'obtiens la meilleure recette cuisine du Black Friday. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner. Offre valable jusqu'au 29 novembre pour l'achat d'une cuisine. Conditions et prise de rendez-vous en magasin et sur cuisine.darty.com. Black Friday, vendredi fou. Europe 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Et notre invité ce dimanche, Xavier Bertrand, un autre presque candidat, Éric Zemmour, dans une mauvaise passe dans les sondages. Il connaît des déplacements de terrain difficiles, notamment hier à Marseille avec un échange de doigts d'honneur. Un doigt d'honneur lui a été adressé, il a répondu. Est-ce que c'est le geste de trop ?
Je ne sais pas s'il sera candidat, mais en tout cas, sa conception de l'histoire, ni ses idées, ni son attitude, vous venez d'y faire allusion, ne sont celles d'un chef de l'État. Et d'un chef de l'État qui saurait rassembler les Français. Vous pensez qu'il n'en a pas la stature? Je viens de vous le dire. La vision de l'histoire, les idées, l'attitude. Pourtant, à voir dans les sondages, c'est vrai qu'il connaît une mauvaise passe. Il vous, si on en croit ce sondage IFOP ce matin, il vous devance malgré tout. Et à chaque fois qu'il perd des points, les points sont récupérés quasi dans un système de vase communicant par Marine Le Pen. Pourquoi cela ne va pas et ne profite pas à la droite, les déboires de M. Zemmour? On en reparle la semaine prochaine. Vous pensez que quand ça vous il y aura profitera, le oui, choix du candidat désigné par les adhérents du Congrès, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Le fait de gagner le Congrès ne nous qualifiera pas automatiquement pour le second tour. Et là, je vous rejoins. Il faudra avoir la force, la volonté pour aller justement chercher cette place au second tour. Il faudra cette énergie, tout le monde rassemblé, tout le monde, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Éric Ciotti et moi-même, pour aller justement chercher, et ensuite la victoire au second tour de l'élection présidentielle, parce que les Français aujourd'hui veulent tourner la page, Macron, d'un quinquennat si difficile. Et derrière, on peut citer Emmanuel Macron, qui reste une stabilité édifiante dans les sondages. On en reparlera dans quelques une popularité semaines. Quand même qui est réelle. Mais vous le voyez bien, voyez bien la situation d'un pays. C'est celle aujourd'hui d'un pays où les Français ont vraiment la conviction que c'est un président qui ne les comprend pas, qu'il ne ressent pas leurs problèmes, qu'il ne ressent pas leurs attentes. Et ça, c'est quelque chose de très fort que je vois partout dans notre pays. Et pourquoi derrière vous ça, lui niez, pardonnez-moi, j'aimerais comprendre, pourquoi vous lui niez cette capacité à être parfois, je veux dire, en harmonie, de ressentir le pays? En harmonie? À quel moment? Aucun moment. Vous vous rappelez, voilà 3 ans, la crise des Gilets jaunes a éclaté. Le président de la République avait fait une itinérance mémorielle pour notamment rendre hommage à toutes ces victimes de la Grande Guerre pour la fin de la Grande Guerre. Il était allé dans 2 régions qui connaissent des difficultés importantes, qui ont connu la désindustrialisation, le Grand Est et les Hauts-de-France. Il y est allé des jours entiers, il a dormi sur place. À aucun moment il n'a entendu le message des élus que nous lui avions porté sur la place de la voiture, sur l'augmentation des taxes, où un maire lui avait dit à côté de moi, « Monsieur le Président, le métro chez nous c'est la voiture, vos taxes vont plonger dans la colère nombre de nos concitoyens. » Il n'avait rien entendu. Il ne ressent pas ce que vivent les Français. Et d'un autre côté, un autre point est aussi très important, la crise des retraites. La réforme des retraites qui n'est même pas allée jusqu'au bout. Parce que pour mener une réforme des retraites, il faut avoir au cœur le courage et la justice. Deux choses qui Non, c'était avant, Madame Labon. Oui, mais avant. là, mais il y a renoncé pour cette raison. Les 2 crises aussi majeures de ce quinquennat, c'est lui qui les a provoquées. Parce qu'il ne ressent pas ce que vit le Français. Il ne comprend pas ce que la France profonde veut et attend. Il y a quand même une contradiction dans ce que vous dites. Il est néanmoins en tête largement dans les sondages. Donc pour quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec le pays, c'est pas mal. Et vous savez pertinemment, au second tour de la présidentielle, il n'espère qu'une seule chose. C'est être confronté... Là, je parle du premier tour. Il est à 25%, autour de 25%. Il est loin devant tous les autres. C'est au 2e tour qu'on choisit le président de la République. Il sait pertinemment que s'il n'est pas opposé à Mme Le Pen ou à M. Zemmour, s'il est opposé à un candidat de la droite républicaine, si je suis face à lui au second tour, il sait que là, il peut perdre cette élection présidentielle. Et vous savez, il l'a bien à l'esprit. Alors, vous avez évoqué à nouveau M. Zemmour il y a quelques instants. On a beaucoup parlé depuis hier du fameux doigt d'honneur. Mais est-ce que le véritable scandale depuis 24 heures, c'est peut-être moins le fameux doigt d'honneur que la violence, par exemple, des antifas qui se permettent de saccager le restaurant où va manger M. Zemmour, qui se permettent ensuite de harceler un candidat avec lequel on peut être en désaccord complet, mais qui le harcèle, qui prétendent vouloir lui interdire la parole à Paris. Est-ce que Ferdinand, c'est pas un élément tout aussi important, cette violence de l'extrême gauche qui veut parasiter la campagne? Mais vous avez entièrement raison, les antifas, on doit les combattre. On doit les combattre. On doit aussi combattre toutes celles et ceux qui sont, au-delà même de cette violence, une autre forme de violence intellectuelle. Quand on interdit dans des facultés des débats, quand il y a tous ces tenants du wokisme qui continuent à avancer parce qu'on ne dit rien, c'est eux aussi qu'il faut combattre. Mais il y a une forme d'impunité pour les antifas. Il ne faut pas qu'il y ait d'impunité. La République, la loi, l'ordre, ça s'applique pour tout le monde. Et vis-à-vis d'eux, bien évidemment, sans faillir et sans faiblir. Parce qu'autrement, vous avez tous ces Français, toute cette majorité silencieuse qui n'en peut plus et qui se dit qu'il n'y a qu'eux qui peuvent agir et qui se sentent tout permis, pendant que les autres doivent baisser la tête, regarder en silence. Ça sera aussi le moment de l'élection présidentielle de bien comprendre qu'on ne peut plus faire du en même temps. On doit respecter la vie de chacun quand ça s'exprime démocratiquement, dans le cadre d'un débat public. Si c'est par la violence, il y a des sanctions. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut que la loi pénale soit appliquée fermement, durement, quand il le faut. Encore une fois,
impunité zéro, pas comme un slogan, M. Bock-Côté, mais comme une vraie volonté politique. Xavier Bertrand, si la droite gouverne de nouveau, elle va gouverner avec des alliés. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, affirme que son soutien aux candidats investis par le Congrès LR ne sera pas automatique, excluant d'ores et déjà toute possibilité de soutien à Éric Ciotti, drôle de partenaire quand même, qui conditionne ainsi son soutien alors qu'il est votre partenaire naturel, normalement. Ce sont nos partenaires, pas seulement naturels, mais aussi habituels. À la tête de la région des Hauts-de-France, comme dans nombre de régions, nous sommes effectivement avec l'UDI, avec les centristes de l'UDI, avec les centristes. Ça a toujours été comme ça, ça continuera comme ça. Et encore une fois, j'ai eu l'occasion de le dire cette semaine, quand on veut me soutenir, c'est sans me poser la moindre condition. Je tiens à mon indépendance avec une boussole, l'intérêt général, l'intérêt des Français, l'intérêt de la France. C'est quand même étrange. Si Éric Ciotti sort vainqueur de ce congrès, donc le partenariat disparaît. Qu'est-ce qui est drôle dit de partenaire. Le problème n'est pas de dire que si je gagne le congrès, ils ne veulent pas gouverner avec moi parce qu'il y aura Éric Ciotti, parce qu'il y aura Éric Ciotti pour faire campagne. Il y aura Michel Barnier, Valérie Pécresse et Philippe Juvin. C'est votre famille avant tout, j'allais dire votre famille. Non, la famille aura vocation, je vous l'ai dit, il faut rassembler la famille et rassembler les Français. Mais je le dis à toutes celles et ceux qui veulent me soutenir, je gagne le congrès cette semaine, eh bien, je ferai campagne et je veux redresser le pays avec les participants au congrès et même celles et ceux qui ne sont pas dans ce congrès, parce qu'encore une fois, il y a des talents qui ont de l'expérience. Vous l'avez vu aussi, nous avons beaucoup plus de ressemblances dans nos projets que de différences, et donc nous sommes prêts à gouverner. Et je le ferai avec l'ensemble des partenaires. Vous pensez à Laurent Wauquiez dans les talents qui ont de l'expérience et d'autres également, oui. Parce que Éric Ciotti, vous avez vu dans le journal du dimanche ce matin, dit qu'il le prendrait comme Premier ministre s'il est élu. Ça pourrait être votre cas De le prendre Laurent Wauquiez, Premier ministre de Xavier Bertrand. Vous voulez que je vous dise une chose? L'heure est certainement pas au partage des postes. Certainement pas. Mais c'est vrai qu'il y a, dans la droite républicaine, beaucoup de talents qui font que nos concitoyens peuvent se dire ils ont l'expérience, ils ont des idées claires. La droite républicaine, c'est celle qui est capable de redresser le pays et de réconcilier les Français. Ça fait 2-3 fois que vous dites droite républicaine, ça veut donc dire qu'il y a une droite non républicaine ou anti-républicaine. Si tel est le cas, il faut l'interdire, cette droite non républicaine, si elle est anti-républicaine. Pourquoi devoir accoler à droite républicaine? Parce que la République, par exemple, c'est que je veillerai, président de la République, à ce que personne ne soit jugé en fonction de sa couleur de peau, de sa religion ou de son prénom. Je serai intraitable avec celui ou celle qui ne respectera pas les lois, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau ou son prénom. C'est ça ma conception républicaine des choses. C'est-à-dire que la volonté de rassembler, la volonté de ne laisser personne au bord du chemin, mais c'est aussi être un président de tous, de ceux qui vont bien, qui n'ont pas de difficultés, de ceux qui ont des difficultés, sans oublier aussi le cœur battant de la société française, ces classes moyennes qui ont le sentiment qu'à chaque fois les efforts sont pour elles et jamais la récompense des efforts. Si nous ne leur redonnons pas, M. Bock-Côté, de l'espoir, de vraies perspectives, notre pays n'ira pas plus loin. Nous aurons les pires difficultés à mener les réformes indispensables, l'assurance chômage, les retraites, la baisse de la dépense publique. Je veux redonner de l'espoir à tous, mais je sais que celles et ceux qui sont aujourd'hui avec de vraies difficultés, un vrai manque de confiance, ce sont les classes moyennes. Trop riches pour être aidées, mais pas assez riches pour s'en sortir par elles-mêmes et pour être sûrs que leurs enfants vivront mieux. Permettez-moi d'insister. Vous parlez de droite républicaine, disons Zemmour pour l'instant, plus Marine Le Pen, que vous classez, je le comprends, non pas dans la droite républicaine, ça fait environ 30%. 30% d'anti-républicains, ça fait beaucoup en France, non? Je veux rassembler les Français. Comment j'ai fait dans ma région? Vous rassemblez même les anti-républicains? Écoutez, au deuxième tour d'une élection, les gens choisissent qui ils veulent. Mais une chose est certaine, c'est que ma ligne ne déviera pas. Je suis d'une famille politique qui n'a pas hésité, Jacques Chirac, Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy, à prendre ses responsabilités dès 1990. Vous savez, M. Bock-Côté, on sait qui je suis, on sait où j'habite, on sait quelle est ma famille. Ma famille, ce sont les Républicains. Merci Xavier Bertrand, et on a bien compris que c'est vraiment la dernière ligne droite avant le congrès des LR. Merci d'avoir été notre invité au grand rendez-vous. Je remercie mes comparses et amis Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barret. Et dans ce souci d'équilibre, demain nous recevrons Philippe Juvin qui sera à notre antenne sur Europe 1. Et je vous souhaite d'ici là une bonne journée sur nos antennes, un bel après-midi à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Europe 1. Dans un instant, c'est Laurent Mariotte de 11h à 12h30 pour la table du dimanche. Bonjour à vous Laurent. Alors, la table est prête ? Bonjour Sonia. Effectivement, la table est mise, le couvert